Premier match en 2026 de l'équipe de France, premier test pré-Coupe du Monde et première victoire, 2-1 contre le Brésil, des buts de Mbappé et d'Ekitike et une réduction du score de Bremer en fin de match. Le Brésil se présentait en 4-4-2 ou 4-2-2-2 avec Martinelli et Rafinha sur les côtés. Martinelli à gauche, Rafinha à droite, Vinicius et Mateus Cunha devant, Casemiro, André Santos au milieu. Une défense remaniée avec les absences de Marquinhos, Gabriel et d'Alisson au but. La France venait en 4-2-3-1, 4-2-3-1 classique depuis quelques temps déjà. Maignan dans les buts, Gusto à la place de Koundé, blessé. Konaté à la place de Saliba, blessé également. Upamecano, Théo Hernandez. Rabiot, Tchouaméni, Rabiot je pense à la place de Manu Koné, blessé. Andis, Olysée, Dembélé à droite, Ekitike à gauche et Mbappé capitaine dans l'axe. Je vais plutôt parler de ce quatuor offensif dans cette vidéo qui je pense est la vraie satisfaction de ce match. Un des doutes qu'on pouvait avoir avant ce rassemblement concernait l'animation de l'attaque et les joueurs alignés. Et je pense que ce match-là a répondu à pas mal de questions. Je vais commencer par Michael Olysée qui pour moi est mon homme du match, qui a commencé la rencontre par un magnifique contrôle orienté de la cuisse gauche pour éliminer Casemiro, qui ensuite accélère derrière, dévore l'espace balle au pied. Olysée très intéressant dans ce rôle de 10, de chef d'orchestre. On l'a souvent vu dans cette position faire la différence par un dribble, avoir des dizaines de mètres d'espace à dévorer balle au pied. Il a été très très bon dans ce match. Bon, on le savait déjà, mais c'est un vrai tireur de coup de pied arrêté. Parfait pour remplacer Griezmann sur ce coup franc à la 10e minute. Et aussi bon du pied droit, quelque chose dont on parle peu, que l'on voit peut-être aussi rarement. Avec un tel pied gauche, pourquoi se servir du droit? Mais le droit est pas mal, à l'image de centre pour Ekitike qui ne donne rien malheureusement. Il nous gratifie d'un beau geste technique sur Casemiro ou encore à la 43e pour l'éliminer, pour sortir de la densité, pour avaler l'espace derrière. Magnifique passe feintée avec le pied qui rabat le ballon au dernier moment pour changer sa trajectoire. Élimination par le dribble derrière. Il y a tout ça à avaler, il le fait parfaitement bien, balle au pied. La passe décisive pour le 2-0. Au début de l'action, il est en position de latéral droit, il a même demandé le ballon, il est un peu déçu de ne pas l'avoir. La France sort du pressing brésilien en travaillant côté gauche avec un peu de réussite. Ekitike, balle au pied, trouve Rabiot, laissé seul par Wesley qui, mauvais choix de sa part, sort sur Ekitike. Rabiot en une touche pour Olysée. Olysée encore une fois qui progresse, balle au pied, transmet dans le timing parfait pour Ekitike qui conclut d'un magnifique piqué 2-0. Ekitike qui a un rôle et une complémentarité avec Mbappé très intéressante. Aligné à gauche, poste qu'il occupe strictement en phase défensive pour à la fois libérer Mbappé de trop grosses tâches défensives, mais aussi pour avoir ce dernier en fer de lance de la contre-attaque française à la transition offensive. Donc comme pour le but du 1-0, là c'est une récupération haute de Tchouaméni, Dembélé en 2 touches, magnifique ballon en profondeur pour Mbappé, parfaitement dosé entre les deux défenseurs, qui conclut lui aussi d'un piqué remarquable. Et Ekitike a souvent pu reprendre sa position naturelle dans l'axe quand Mbappé lui prenait la sienne en désaxant côté gauche. Là ici c'est un contre amené par Théo. Mbappé après il peut accélérer, fixer son défenseur, son vis-à-vis, provoquer. Et là le centre pour le coup est contré et donne un corner, mais Ekitike est positionné à la réception du centre comme le 9 qu'il est. Donc ça c'est très intéressant. Ekitike est non seulement capable d'évoluer à gauche, il y est très à l'aise. Il réussit à faire, je pense, ce que Didier Deschamps attendait de Marcus Thuram à un moment donné. La balle au pied fixe Wesley, passement de jambe, magnifique, accélère côté gauche, peut aller au centre. Et j'ai l'impression de voir le même type de relation entre Dembélé et Olysée également. Sur cette séquence, Dembélé est trouvé dans une position reculée, comme un 8 dans un milieu à 3, avec Rabiot et Tchouaméni en pointe basse. Sur l'action, Olysée, lui, va s'excentrer naturellement côté droit. Sa position préférentielle, celle qu'il occupe au Bayern, dans lequel il excelle
dans cette saison. Ça permet aussi de pas concentrer la densité au milieu de terrain, aussi d'étirer le bloc. Il est touché, remet à Dembélé. Ce sont des situations où les joueurs peuvent combiner avec toujours l'aide d'un troisième venant former le triangle. Donc ici c'est Gusto, mais ça peut être Mbappé plus haut qui serait venu dans cette zone ici, dans le demi-axe droit. Ça peut être Rabiot ou Théo Hernandez côté gauche quand c'est Mbappé et Ekitike qui combinent. Donc ça aussi c'est très intéressant. Dembélé qui nous sort aussi là un joli râteau tout en nonchalance un peu à la Sergio Busquets. On a l'impression qu'il le fait à 2 à l'heure, mais c'est très efficace. Globalement, Dembélé, j'ai beaucoup aimé parce que je le sens bien plus en confiance. C'était son premier match en équipe de France depuis son Ballon d'Or, à noter. Je le trouve beaucoup plus libéré, mais surtout beaucoup plus mature dans son jeu. J'ai l'impression qu'on en a fini avec le Dembélé dynamiteur sur son côté droit, qui tente beaucoup par le dribble, l'accélération, qui tente la frappe en rentrant sur son pied gauche, un peu frustrant, voire très frustrant pour son nombre élevé de déchets. Mais il brille désormais plus par son jeu de passe et son intelligence de jeu dans un rôle plus axial et à la fois plus reculé. Donc c'est un joueur métamorphosé, comme on sait, par Luis Enrique. Pour le bien de tous maintenant. J'ai l'impression que Deschamps a peut-être trouvé la solution avec Dembélé dans ce rôle-là. Et petit pronostic, je lui prédis une belle Coupe du Monde à Dembélé, mais peut-être sans but, puisqu'il ne sera pas aussi haut sur le terrain qu'avec le PSG, il ne sera pas aussi souvent à la conclusion des actions. Mais je lui prédis plus une Coupe du Monde à la Griezmann 2022, c'est-à-dire en étant très précieux dans le jeu avec ballon, et surtout sans ballon, dans une position plus reculée qui est la sienne habituellement. Et j'ai hâte de voir ça. Je suis très optimiste pour Dembélé en équipe de France là ces prochains mois. Et je dirais que le quatuor offensif, il ne sera pas pour rien. Il fonctionne d'ailleurs avec 2 duos bien distincts. J'ai fait des liens jaunes qui parleront aux joueurs, aux anciens joueurs de Football Manager. Ekitike avec Mbappé et Olise avec Dembélé. J'ai l'impression que la zone préférentielle naturelle avec ballon, la zone d'influence avec ballon de chacun équivaut à la zone de jeu défensive de son duo. C'est-à-dire, je m'explique, Ekitike il est aligné à gauche et il doit être strictement à gauche en phase def. Et pourtant, sa zone préférentielle, c'est l'axe, là où est aligné Mbappé. Mais Mbappé, il est dans l'axe, strictement dans l'axe en phase def. Mais s'il veut, et je pense qu'il préfère être trouvé comme ça, avec ballon, il aime bien désaxer à gauche pour demander, ce qui arrange Ekitike, et inversement, le déplacement d'Ekitike, ce qui arrange Ekitike arrange Mbappé. Et je pense qu'on a la même chose avec Olise et Dembélé. Olise, là où il brille le plus cette saison au Bayern, c'est sur le côté droit, même si on a vu que dans le match, il est aussi très très fort en 10. Et Dembélé, à l'inverse, avec ce PSG dans le PSG d'Enrique, où il est attaquant sur le papier, il aime beaucoup décrocher, il touche beaucoup dans l'axe. Ça le sert également. Donc ça donne lieu à beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements intéressants en phase offensive des Bleus. Et ce sont des joueurs au QI foot très élevé, donc ils font ça très très bien. Et surtout sans se marcher dessus, ce qui est très intéressant. Ce qui pour moi aussi est très prometteur pour la suite. Donc j'ai déjà hâte d'être dimanche pour en voir plus. Et forcément, j'espère que ça va aussi bien marcher à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison. Enfin, peut-être que si, parce que la perf est peut-être un peu à pondérer en raison d'un très faible Brésil. Là, dès la 3e minute, on voit qu'ils sont venus avec l'idée d'être très bas, de défendre très bas et de guetter la moindre imprécision technique pour jaillir et les piquer en contre, ce qu'ils ont réussi à faire quelques fois. Pas beaucoup, mais quelques fois en première mi-temps. J'ai le souvenir d'une volée de Rafinha, je crois. Au-dessus, il y a une frappe de Cunha ou Martinelli qui est dangereuse. C'est peut-être une des rares occasions, une rare situation où justement Dembélé et Olise se marchent un peu dessus parce qu'ils ont décroché tous les deux dans la même zone. Ils jouent petit ballon, ils le perdent à 25-30 mètres des buts.
Mais sinon, je note pendant la première mi-temps, pendant le match, que on sent que c'est un amical quand même. Il y a peu d'intensité, peu de rythme. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être le Brésil qui a volontairement peu œuvré à l'emballement de ce match. J'ai même noté à un moment que j'avais l'impression que la France jouait pas contre le Brésil, mais tellement ils étaient faciles balle au pied. Et leur seule étincelle viendra de Luis Enrique, qui remplacera Rafinha à la mi-temps. Luis Enrique qui avait évolué il y a quelques saisons au Betis Séville. C'est là que je l'avais découvert, je l'ai reconnu, j'y ai pensé au bout de quelques actions dans le match. Je me dis, mais Luis Enrique, ça me dit quelque chose. En effet, je l'avais vu au Betis il y a quelques saisons. Non pas que je regarde les matchs du Betis, mais quand je regardais les résumés des journées de Liga, je voyais cet ailier droit brésilien au Betis qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, je l'avais perdu de vue, mais il était retourné au Brésil, et donc je l'apprends. Il joue maintenant au Zénith. Donc je suis content de le revoir d'une certaine manière, c'est bien lui, ouais. Et il a fait une très très belle entrée. Il a mis en difficulté Théo Hernandez à de nombreuses reprises, là, ça doit être son premier ballon. Côté gauche, il le fixe et puis il accélère. Il le dépose, pourtant déposer Théo, c'est pas une chose facile. Même après, 2 minutes 30 plus tard, il y a une transversale de Casemiro qui part d'ici, il la récupère, il vient fixer Théo, cette fois il rentre intérieur, il accélère, il décoche une frappe puissante à l'entrée de surface, mais il tombe en même temps, il est un peu en déséquilibre au moment de la frappe. Meunier en sort en bel arrêt. Globalement, la France reprenne la deuxième mi-temps très mal. Bon, c'est pas très français. Bon, début de deuxième cata de la France, et ils sont punis même sur cette action. Il y a André Santos qui lance Wesley dans le dos de la défense. Wesley couvert par Gusto, j'ai vérifié, il me semblait qu'il avait beaucoup d'avance, mais il est bien couvert. Upamecano qui tente d'intervenir aux abords de la surface, qui le charge sur le côté dans le dos, 3/4 dos. Le déséquilibre, jaune initialement, mais rouge finalement après vidéo, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire sur cette action. J'ai 2 captures d'écran, c'est pas très représentatif par rapport à la vidéo, mais je vais essayer d'expliquer mon ressenti. Là, sur celle-là, on voit le déséquilibre, l'accrochage en haut du corps déjà. Et sur celle d'après, on voit comment qualifier ça, l'anéantissement net de la course de Wesley, avec une espèce de mini cisaillement, probablement involontaire au niveau de la jambe gauche de Wesley, involontaire de la part d'Upamecano. Et donc carton rouge après visionnage de la vidéo, et Konaté semble bien loin d'intervenir comme Gusto. Maignan était déjà sorti prêt au 1 contre 1, donc je pense que le carton rouge est mérité, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Le Brésil réduit l'écart à la 78e minute. Le coup franc d'un entrant que je ne connais pas. Il y a beaucoup d'entrants que je ne connaissais pas, le joueur du Brésil. Il y a même 2 titulaires au coup d'envoi que je ne connaissais pas. C'est le défenseur gauche et le défenseur central gauche, car les deux jouent au Brésil simplement. Centre au deuxième poteau, Casemiro l'armée du pied droit, ballon en cloche récupéré par Luis Enrique qui est aux abords de la surface au début de l'action. Centre tir repris par Bremer au deuxième poteau. Je ne sais même pas si elle est déviée là par Konaté ou pas Konaté ou Tchouaméni, alors, parce que Upamecano est sorti. Et Tchouaméni était sorti aussi. Ah, je sais plus qui c'était. Bon, bref. 2-1 au final. Dernière minute, la France a un peu souffert. Mais la victoire est là. C'est une belle victoire quand même, je trouve. Des réponses devant en attaque. On avait beaucoup de doutes par rapport aux joueurs alignés, à leur animation. Et ce que j'ai vu sur ce match m'a convaincu. Je pense que c'est l'attaque qu'on aura à la Coupe du Monde, et tant mieux parce qu'elle est très pertinente. Toujours des questions derrière, je pense. Déjà, pour parler du milieu d'abord, j'ai bien aimé Tchouaméni. Dans ce rôle de milieu plus reculé, j'ai trouvé... Il y a une perte de balle à un moment, une perte de balle basse, mais sinon je l'ai trouvé très, très bon dans le jeu avec et sans ballon. Rabiot a été bon aussi, je pense. Théo a été en difficulté contre Luis Enrique à son entrée. Gusto, j'ai le sentiment que
sentiment partagé. Je veux dire par là qu'il défend très bien sur Vinicius pendant tout le match. Il le prend bien, il le bloque bien. Et j'ai aussi l'impression que avec ballon, ça aurait pu être mieux. J'ai le souvenir d'au moins une perte de balle basse assez dangereuse et surtout très évitable. Je sais pas si on va le revoir contre la Colombie. Il me semblait qu'après match, Deschamps avait parlé de beaucoup faire tourner. Donc on verra. Peut-être que dans son esprit, c'est toujours Koundé à droite. Et donc la question se pose sur qui va être son second à la Coupe du Monde. Donc on verra dimanche pour Calulu. Et donc oui, voilà, rendez-vous dimanche contre la Colombie. Ça va être une opposition différente. J'ai hâte de voir ça quand même. Je sais pas ce que ça vaut par rapport au Brésil. Peut-être l'impression que c'est un peu meilleur. Bon, on verra. On peut parler vite fait des demi-finales de barrage de qualif de la zone Europe pour la Coupe du Monde. La Turquie a battu 1-0 la Roumanie. Ça, j'ai regardé la première mi-temps. C'était pas mal, une ambiance de fou. Je sais pas dans quel stade c'était, mais les Turcs sont toujours aussi chauds. La Tchéquie est venue à bout de l'Irlande au tir au but. Le Danemark a explosé la Macédoine du Nord 4-0. J'ai vu aucun match là, j'ai vu même aucun résumé. Je vais m'y atteler après cette vidéo. L'Italie s'en est sortie 2-0 face à l'Irlande du Nord. Pologne 2-1, j'ai vu but de Lewandowski. Le Kosovo est allé gagner 4-3 en Slovaquie. L'Ukraine a perdu 3-1 contre la Suède, triplé de Gyökeres, j'ai vu. Et en finale, la Suède, on verra plus tard. Pays de Galles, Bosnie 1-1, victoire au tir au but de la Bosnie-Herzégovine. Et donc en finale, Bosnie-Herzégovine-Italie, Tchéquie-Danemark, Kosovo-Turquie et Suède-Pologne. Tout ça, c'est mardi soir. La Suède qui reçoit la Pologne et qui est peut-être favorite pour aller à la Coupe du Monde finalement après une phase éliminatoire absolument catastrophique. Ce serait du vol, clairement. Mais on va regarder ça mardi 31 mars. Super, super. Si je dois dire, je dirais Italie là. Là, c'est peut-être le match le plus serré. Peut-être la Tchéquie à domicile le fait, peut-être le Danemark, je sais pas. Là, j'espère que c'est la Turquie quand même. J'ai envie de voir Yildiz et Güler à la Coupe du Monde. Et là, je dirais que la Suède va le faire, en dépit de leur qualif absolument affreuse. Bref, on va rester là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne nuit. Et à bientôt. Bye.